Il n'en avait aucune idée. Je m'appelle Logan, j'ai 19 ans et je viens de commencer des études de médecine à New York. Je suis originaire du Texas. Mes parents vivent à Dallas, où mon père travaille comme chirurgien dans un hôpital universitaire et ma mère s'occupe du foyer. Après avoir terminé le lycée, j'ai déménagé à New York il y a 4 mois pour vivre seul. J'ai beaucoup travaillé pour entrer à la faculté de médecine en juillet, inspiré par mon père, mais je n'ai pas pu profiter de la vie universitaire comme les autres. Je voulais me faire des amis, rejoindre des clubs, m'amuser, mais l'argent a été très juste. Mes parents couvrent les frais de scolarité, mais toutes les autres dépenses sont à ma charge. En plus d'assister aux cours, j'ai pris des emplois comme tuteur, assistant lors d'événements et barman. Malgré cela, j'ai du mal à joindre les deux bouts avec le loyer et les dépenses de base. Je change souvent de travail pour m'adapter à mon emploi du temps et je travaille généralement les week-ends. Ça a été épuisant, tant mentalement que physiquement. J'arrive fatigué en cours et quand je rentre tard à la maison, j'ai du mal à trouver l'énergie pour étudier. Je suis inquiet car je pourrais redoubler l'année, puisque je prends du retard dans mes matières. Si cela continue ainsi, je ne pourrai pas me concentrer sur mes études, qui devraient être ma priorité. Je me suis senti anxieux et désespéré, alors j'ai appelé ma mère pour lui demander de l'aide financière, même minime. Mon père n'est presque jamais à la maison en raison de son emploi du temps chargé, alors ma mère gère les finances, bien que mon père gagne bien sa vie. Ma mère m'a dit qu'il n'avait pas d'argent supplémentaire et que payer mes frais de scolarité était déjà difficile, il ne pouvait donc pas m'envoyer plus. Avec cette réponse, je me suis senti piégé. Quand je suis retourné dans mon appartement ce soir-là, je suis resté à regarder le plafond pendant des heures. L'appartement était petit, à peine un studio avec une salle de bain privée dans le quartier du Queens. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé quand je rêvais de ma vie universitaire à New York, mais c'était ce que je pouvais me permettre. Les murs étaient couverts de taches d'humidité et certains soirs, je devais placer des récipients pour recueillir les gouttes qui tombaient du plafond. Le réfrigérateur faisait un bruit étrange qui me réveillait parfois. Beaucoup de mes camarades vivaient dans des résidences universitaires modernes ou dans des appartements partagés dans de meilleurs quartiers. On m'avait invité plusieurs fois à des fêtes de début d'année, mais j'avais toujours dû refuser parce qu'elles coïncidaient avec mes horaires de travail. Parfois, j'inventais des excuses pour ne pas admettre la vérité, je n'avais pas d'argent pour acheter ne serait-ce que quelques bières à partager. La réalité de ma situation contrastait brutalement avec mes attentes. En grandissant à Dallas, mon père parlait toujours de l'importance de l'éducation médicale. Il me racontait des histoires de ses années universitaires et comment cela avait été la meilleure période de sa vie, comment il avait rencontré ma mère lors d'une fête de fraternité, comment il avait formé des amitiés qui duraient jusqu'à aujourd'hui, comment il avait appris autant de ses professeurs que de ses camarades. L'université te façonne en tant que personne, Logan, me disait-il, c'est là que tu te trouves toi-même, où tu définis qui tu vas être. Mais maintenant, je me demandais comment je pourrais me trouver moi-même alors que j'avais à peine le temps de dormir. Ma routine quotidienne était épuisante. Je me levais à 5h30 du matin pour étudier 2 heures avant d'aller à mon premier cours d'anatomie à 8 heures précises. Après 4 heures de cours intensifs, je courais pour donner des cours particuliers à des lycéens pendant 2 heures de plus. Puis je retournais à l'université pour les cours de l'après-midi, qui se terminaient à 18h03. Plusieurs jours par semaine. Après les cours, je travaillais comme assistant dans le laboratoire de biologie jusqu'à 21h, organisant le matériel et nettoyant l'équipement. Les jeudis et vendredis et tous les week-ends, je travaillais comme barman dans un bar près de Times Square. Rentrant chez moi vers 3h du matin. Il y avait des jours où je n'avais même pas le temps de manger. Mon déjeuner consistait en des barres énergétiques que je gardais dans mon sac à dos, et mon dîner était ce que je pouvais trouver en promotion dans le supermarché ouvert 24 heures sur 24 près de chez moi. Parfois, quand les pourboires étaient bons, je me permettais d'acheter un hamburger dans le fast-food qui se trouvait sur le chemin de la maison. L'argent n'avait jamais été un problème dans ma famille. Nous n'étions pas millionnaires, mais nous vivions confortablement dans un quartier résidentiel de Dallas. Mon père travaillait de nombreuses heures, mais il recevait une bonne compensation pour cela. Je n'ai jamais manqué de rien sur le plan matériel. J'avais ma propre voiture depuis l'âge de 16 ans, j'allais dans des camps d'été, nous voyagions vers des destinations touristiques pendant les vacances. Mais maintenant, pour la première fois de ma vie, je comprenais ce que signifiait compter chaque centime. La première fois que j'ai vu le prix des livres universitaires, j'ai failli m'évanouir. J'ai dû acheter des éditions d'occasion vieilles de 10 ans parce que les nouvelles étaient impossibles à payer. Je partageais des notes avec des camarades qui pouvaient se permettre les matériels mis à jour. Ma mère s'était toujours occupée des finances familiales. C'était elle qui payait les factures, qui s'assurait que tout était en ordre. Mon père savait à peine combien coûtaient les choses quotidiennes. J'ai réalisé qu'il ne savait probablement pas ce que coûtait réellement vivre seul à New York. Beaucoup de mes amis qui vivent seuls reçoivent de l'aide de leurs parents et je les envie. Mais j'ai décidé de continuer à travailler. Quand les examens partiels sont arrivés,
je n'avais pas assez étudié et, comme on pouvait s'y attendre, j'ai dû passer des rattrapages. Les rattrapages ont été un désastre. J'ai à peine dormi la semaine précédente en essayant de mémoriser tout ce que je n'avais pas pu apprendre pendant le semestre. J'ai pris tellement de tasses de café que mes mains tremblaient. Le jour de l'examen de biochimie, je me suis presque endormi sur ma copie. Mon esprit était embrumé et les questions semblaient être écrites dans une autre langue. Je suis sorti de la salle en sachant que j'avais échoué. Je me suis assis sur un banc du campus et pour la première fois depuis que j'étais arrivé à New York, j'ai pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de frustration. J'avais travaillé si dur pour arriver ici. J'avais rêvé d'être médecin depuis que j'étais enfant et maintenant tout s'effondrait devant mes yeux. Ce jour-là, j'ai manqué mon tour au laboratoire. Je n'avais pas l'énergie de faire semblant que tout allait bien. Au lieu de cela, j'ai marché dans Central Park en observant les familles qui se promenaient, les couples qui riaient, les étudiants qui se reposaient sous les arbres avec leurs livres. Je me suis demandé si j'aurais un jour cette tranquillité, cette normalité qui me semblait si lointaine. Mon téléphone a sonné pendant que j'observais les temps. C'était mon chef de laboratoire. « Logan, où es-tu ? Ça fait 1 heure que je t'attends. » « Je suis désolé. Je ne me sens pas bien, ai-je répondu sans mentir complètement. « Écoute, je sais que tu traverses un moment difficile avec les examens, mais j'ai besoin que tu sois responsable. Si tu ne peux pas t'engager dans ce travail, je devrais chercher quelqu'un d'autre. » Je comprends. Ça ne se reproduira pas. Mais je savais que c'était une promesse vide. Quelque chose devait changer. Je ne pouvais pas continuer ainsi. J'ai terminé les examens début août, puis la pause estivale a commencé. Je prévoyais de travailler autant que possible pendant cette pause pour économiser tout ce que je pouvais. L'été à New York était étouffant. La chaleur rebondissait entre les bâtiments, créant un four de béton. Mon appartement n'avait pas de climatisation, juste un vieux ventilateur qui déplaçait l'air chaud d'un côté à l'autre. Je dormais avec une serviette humide sur le corps pour combattre la chaleur. Mais la chaleur était le moindre de mes problèmes. J'avais trouvé un travail supplémentaire dans un café qui ouvrait à 6 heures du matin, donc maintenant ma routine incluait 4 heures là-bas, suivi de tutorat l'après-midi et du bar le soir. Certains jours, je travaillais 16 heures d'affilée. Le propriétaire du café, un grec nommé Nikos, me regardait avec inquiétude. « Jeune homme, tu travailles trop. Ce n'est pas sain. »« J'ai besoin d'argent, » répondais-je tout en nettoyant les tables à toute vitesse. « Tes parents ne peuvent pas t'aider ? Ils font déjà beaucoup en payant mon université. » Nikos n'insistait pas, mais parfois il me gardait des gâteaux qui ne s'étaient pas vendus pendant la journée ou me préparait des sandwichs à emporter. Ces petits gestes de bonté me maintenaient à flot. Un jour, alors que je servais du café à un client régulier, un professeur d'économie de l'université de Columbia, j'ai entendu une conversation qui m'a marqué. « Le système est conçu pour briser les étudiants », disait le professeur à son compagnon. « On leur fait croire que l'enseignement supérieur est la seule voie pour réussir, mais on les charge de dettes impossibles à rembourser ou on les force à travailler jusqu'à l'épuisement. Quel genre de société fait cela à sa jeunesse ? » J'ai réfléchi à ces mots toute la journée. Étais-je une partie de ce système ? Étais-je en train de sacrifier ma santé, mon bien-être, ma jeunesse pour un diplôme que je n'obtiendrais peut-être même pas si je continuais ainsi ? Après les vacances, je veux me concentrer davantage sur mes études, donc je réduirai mes heures de travail. Cela signifie que je dois économiser davantage, donc je réduirai également mes dépenses quotidiennes. J'ai commencé à faire des calculs et à tenir un registre détaillé de chaque dépense. J'ai découvert qu'une grande partie de mon argent allait dans les transports en commun. J'ai décidé d'acheter un vélo d'occasion pour $50. Il était rouillé et la chaîne sortait tous les quelques kilomètres, mais il me permettait de me déplacer dans la ville sans dépenser en métro ou en bus. J'ai également réorganisé mon budget alimentaire. J'ai arrêté d'acheter du café dans la rue, bien que Nikos insista pour me l'offrir quand je passais par le café, et j'ai commencé à préparer de grandes marmites de riz et de haricots qui me duraient plusieurs jours. J'ai acheté un thermos de bonne qualité pour emporter de l'eau au lieu d'acheter des bouteilles. Pour manger, j'économiserai avec des nouilles instantanées, du pain et des repas préemballés en promotion. Et quand je devrais me déplacer en ville, j'utiliserai mon vélo pour éviter les dépenses de transport. Mais les sacrifices allaient au-delà du matériel. Le plus difficile était de voir ma vie sociale s'évanouir. Les quelques amis que je m'étais fait en classe ont cessé de m'inviter à sortir après tant de refus. Je voyais leurs histoires sur Instagram, des fêtes sur les toits avec vue sur la skyline de Manhattan, des dîners dans des restaurants à la mode, des excursions de week-end sur les plages de Long Island. Pendant ce temps, je passais mes jours de congé à laver mes vêtements à la main pour économiser sur la laverie ou à chercher des offres dans les supermarchés locaux. Je me sentais de plus en plus isolé. La solitude dans une ville si peuplée était paradoxale et douloureuse. Je marchais parmi les foules, me sentant invisible.
Je servais des boissons à des personnes qui riaient et célébraient pendant que j'avais du mal à garder les yeux ouverts. Un soir, alors que je rentrais chez moi après un quart de travail particulièrement épuisant, je me suis arrêté sur le pont de Kingsborough. L'horizon de Manhattan brillait devant moi, une carte postale d'opportunités et de promesses. Je me suis demandé combien de personnes étaient dans ma situation, luttant en silence, prétendant que tout allait bien alors qu'elles s'effondraient intérieurement. J'ai grandi dans une famille aisée, donc je ne me suis jamais soucié de l'argent. Je n'avais jamais imaginé vivre dans ce genre de pauvreté. Ma mère m'appelait chaque dimanche après-midi. Nos conversations étaient devenues superficielles et brèves. Je ne lui parlais pas de mes problèmes financiers après cette tentative infructueuse. Je ne voulais pas l'inquiéter. Ou peut-être ne voulais-je pas confirmer qu'il ne pouvait vraiment pas m'aider. « Et comment vont les cours, mon fils ?» demandait-elle avec enthousiasme. « Bien, maman. J'apprends beaucoup, mentais-je. Et tu t'es fait des amis ? Ton père dit toujours que les amitiés universitaires sont pour toute la vie. Oui, nous sommes un groupe très uni. Encore un mensonge. Je suis si heureuse, Logan. Je savais que tu t'adapterais bien. Tu as toujours été très indépendant. Ce mot, indépendant, me faisait particulièrement mal. Ce n'était pas de l'indépendance que je vivais, mais de l'abandon déguisé en autonomie. Après ces appels, je me sentais pire. La distance entre l'image que je projetais et ma réalité était de plus en plus grande. Après avoir déménagé, tout a été très agité, mais je suis resté en contact par message avec un ami de l'université. Voir ces photos s'amuser me rendait triste en remarquant combien la vie pouvait être différente pour d'autres étudiants de la même université. Mon seul ami proche était Alex, un camarade de classe qui avait remarqué ma fatigue constante. Contrairement aux autres, il n'avait pas abandonné avec moi. Il continuait à m'inviter à sortir, bien qu'il sût que je dirais probablement non. Alex venait d'une famille de classe moyenne du New Jersey. Ses parents lui avaient acheté une voiture modeste et lui envoyaient une allocation mensuelle qui, bien que pas exorbitante, lui permettait de vivre sans souci. Il partageait un appartement avec 2 autres étudiants à Brooklyn, ce qui réduisait considérablement ses dépenses. Un vendredi après-midi, alors que nous étions dans le laboratoire d'anatomie, Alex m'a demandé pour la énième fois, « Tu veux venir à une fête ce soir ?» C'est chez un ami à Williamsburg. Rien de fancy, juste de la bière et de la pizza. J'étais sur le point de donner ma réponse habituelle quand je me suis rendu compte que, pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas à travailler ce soir-là. Le barman principal du bar avait demandé à faire des heures supplémentaires, donc on m'avait donné la soirée de libre. « Eh bien, je crois que je peux aujourd'hui », ai-je répondu, surpris par mes propres mots. Le visage d'Alex s'est illuminé, enfin. Je commençais à penser que tu étais un extraterrestre ou quelque chose comme ça. La fête était dans un petit appartement mais accueillant. Il y avait environ 20 personnes, la plupart étudiants en médecine et quelques-uns d'autres facultés. Au début, je me sentais mal à l'aise, déplacé. Cela faisait si longtemps que je ne socialisais pas que j'avais oublié comment me comporter dans de telles situations. Mais après une bière, la seule que je me permettrais ce soir-là compte tenu de mon budget, j'ai commencé à me détendre. J'ai parlé avec une fille nommée Sophia qui étudiait la neurologie et partageait ma fascination pour le cerveau humain. J'ai ri avec des anecdotes de professeurs excentriques. Pendant quelques heures, je me suis senti normal, faisant partie de quelque chose. Quand la fête s'est terminée, Alex s'est offert à me ramener chez moi. Je peux prendre le métro, ai-je dit, calculant mentalement le coût du voyage. Pas question. Il est tard et ce n'est pas sûr. De plus, j'ai la voiture de mon père ce week-end. Pendant le trajet, Alex a mis de la musique des années 80 et nous avons chanté ensemble des chansons de Journey et Queen. C'était le moment le plus heureux que j'avais eu depuis que j'étais arrivé à New York. « Mais tu devrais sortir plus, Logan », m'a-t-il dit alors que nous entrions dans le Queens. « Tout le monde te manque lors des réunions. »« Je travaille beaucoup, ai-je admis. Je n'ai pas beaucoup de temps libre. »« Je sais, mais il faut aussi vivre, non ? L'université n'est pas seulement étudier et travailler. »« Pour certains d'entre nous, c'est le cas, ai-je répondu plus acidement que je ne l'avais voulu. Alex a gardé le silence un moment, puis a demandé sincèrement, « Tu vas bien, Logan ? Vraiment ? » J'ai pensé à mentir, à dire que tout était parfait, comme je le faisais avec ma mère, mais j'étais fatigué de faire semblant. « Non, Alex, je ne vais pas bien. J'arrive à peine à payer le loyer, je travaille à 3 endroits différents, mes notes chutent en piqué et j'ai l'impression d'échouer en tout. » Ma voix s'est brisée à la fin de la phrase. Alex a arrêté la voiture dans une rue tranquille. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Nous aurions pu t'aider. »« Comment ? Ce n'est pas comme si vous pouviez me donner de l'argent. Il y a beaucoup de façons. Des matériels partagés, des repas en groupe. Tu aurais même pu déménager avec nous. Quand Ben est parti le mois dernier.
Je n'avais pas considéré ces options. J'avais été tellement concentré sur ma lutte individuelle que je n'avais pas envisagé de solution collective. De plus, a continué Alex, il y a des bourses et des aides pour les étudiants dans ta situation. As-tu cherché? Je ne l'avais pas fait. La vérité est que j'avais à peine le temps de respirer, encore moins de rechercher des options d'aide financière. Je t'aiderai à chercher des informations, a offert Alex. Et en attendant, viens dîner chez nous quand tu peux. Shannon cuisine toujours trop. Shannon était l'une de ses colocataires, une étudiante en gastronomie qui utilisait ses amis comme cobayes pour ses expériences culinaires. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une petite étincelle d'espoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Mes amis m'invitaient souvent, mais je devais refuser parce que je n'avais ni le temps ni l'argent. Je conduis. Allons quelque part gratuit, m'a écrit un camarade. Je travaille tous les jours et je rentre bientôt à la maison pour les fêtes, ai-je répondu. Tu es sûr que tu vas bien? Tu as toujours l'air fatigué en classe. Je pense que tu travailles trop, m'a-t-il dit avec inquiétude. J'ai un stage physique et je dois couvrir mes dépenses. On se voit quand le nouveau cycle commencera, ai-je répondu. La conversation avec Alex m'a fait réfléchir. Peut-être y avait-il plus d'alternatives que ce que j'avais considéré. Le lendemain, je suis passé par le bureau d'aide financière de l'université. Il y avait des formulaires pour des bourses complémentaires, des programmes de travail-études mieux rémunérés que mes emplois actuels et même des prêts à faibles intérêts pour les étudiants en situation d'urgence. Tout en remplissant les formulaires, je me suis souvenu des paroles de ma mère, nous n'avons pas d'argent supplémentaire. Était-il possible qu'ils aient vraiment des problèmes financiers? Mon père gagnait bien sa vie en tant que chirurgien, mais peut-être y avait-il des dépenses dont je n'étais pas au courant. Ou peut-être était-ce simplement la façon de ma mère de m'enseigner l'indépendance. Ce week-end-là, alors que je travaillais au bar, je me suis surpris à regarder les visages des clients avec plus d'attention. Beaucoup étaient de jeunes professionnels, probablement dans leurs premiers emplois après l'université. Certains semblaient épuisés, avec des cernes et des épaules affaissées, buvant pour oublier la semaine. D'autres célébraient un succès, riant fort et commandant des tournées. Pour tous, je me suis demandé comment était leur vie. Si certains étaient passés par la même chose que moi, si l'un d'eux s'était évanoui d'épuisement en étudiant, s'ils avaient compté les pièces pour le métro, s'ils avaient ressenti ce nœud à l'estomac en vérifiant leur solde bancaire avant de payer le loyer. Le mardi suivant, j'ai reçu une notification de l'université. J'avais obtenu une bourse partielle pour les étudiants en difficulté économique. Ce n'était pas beaucoup, seulement $500 par mois, mais pour moi c'était une fortune. Cela signifiait que je pouvais quitter l'un de mes emplois, probablement celui du café, et avoir quelques heures de plus pour étudier et me reposer. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle. « C'est bien, mon fils, je savais que tu trouverais un moyen, a-t-elle dit, comme si cela avait toujours fait partie du plan que je lutte ainsi. « Maman, vous ne pouvez vraiment pas m'aider avec quelque chose de plus, ai-je demandé directement. Je ne demande pas beaucoup, juste assez pour ne pas avoir à travailler à 3 endroits. Il y a eu un long silence avant qu'elle ne réponde, « Logan, ton père ne sait pas que tu traverses cela. Il pense que nous t'envoyons une allocation mensuelle. » Ces paroles m'ont frappé comme un seau d'eau froide. Quoi? Mais tu m'as dit que vous n'aviez pas d'argent supplémentaire. C'est compliqué. Explique-moi alors, parce que je suis au bord de l'effondrement ici. Ma mère a soupiré profondément. Ton père et moi traversons un moment difficile. Il ne le sait pas, mais nous avons quelques dettes. J'ai fait quelques investissements qui n'ont pas fonctionné. Des investissements? Quel genre d'investissement? Des actions, principalement. Un ami m'a recommandé quelques entreprises qui semblaient prometteuses, mais nous avons perdu beaucoup d'argent. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Pendant tous ces mois, j'avais souffert à cause de décisions financières mal prises dont je ne savais même pas qu'elles existaient. Combien avez-vous perdu? Presque toutes nos économies. Et j'ai dû emprunter pour couvrir certaines pertes. Et papa ne s'en est pas rendu compte? Il ne s'occupe jamais des finances, Logan. Il me fait confiance pour cela. Je ne veux pas l'inquiéter avec ses problèmes. Il a déjà assez de stress à l'hôpital. J'ai ressenti un mélange de colère et de confusion. Ma mère avait caché des problèmes financiers graves non seulement à moi, mais aussi à mon père. Et pendant ce temps, je sacrifiais ma santé et mon éducation. Maman, cela ne peut pas continuer ainsi. Nous devons parler à papa. Et s'il te plaît, ne le fais pas. Je travaille à le résoudre. J'ai vendu quelques bijoux. J'économise sur d'autres dépenses. Ce n'est juste pour aucun d'entre nous. Ce n'est pas la façon de gérer les problèmes familiaux. L'appel s'est terminé sans résolution. Je suis resté à regarder le téléphone, sentant que je connaissais de moins en moins ma propre famille. Après cela,
je suis allé à mon tour au bar où je travaille. Mais peu après, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je me suis évanoui pendant le service. C'était un vendredi très animé, plein de clients, et alors que je portais des boissons, je me suis senti étourdi. Je ne me souviens pas de grand-chose après cela. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Le médecin m'a dit que je m'étais évanoui d'épuisement et de malnutrition. On m'a administré 4 poches de sérum et on m'a donné mon congé le jour même. Le médecin qui m'a soigné était un jeune résident, probablement seulement quelques années plus âgé que moi. Il m'a regardé avec un mélange de préoccupation professionnelle et d'empathie personnelle. Étudiant en médecine, n'est-ce pas, a-t-il demandé tout en vérifiant mes signes vitaux. Comment le savez-vous? Je reconnais les signes. Cerne permanente, multiples emplois, régime à base de ramen. J'y étais il n'y a pas si longtemps. Il m'a donné quelques recommandations nutritionnelles et m'a prescrit des vitamines. Mais avant de me donner mon congé, il s'est assis à côté de mon lit. Et écoute, je sais que ce n'est pas à moi de te dire cela, mais la médecine est une longue carrière. Si tu te brûles dès la première année, tu n'arriveras pas à la fin. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de médecins qui comprennent ce que c'est que de lutter, qui ont une véritable empathie, pas seulement apprise dans les livres. Ces paroles m'ont profondément touché. C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait ma lutte et la validait comme quelque chose qui pourrait éventuellement me rendre meilleur dans ma profession. J'ai immédiatement appelé mon patron du bar pour m'excuser. Il m'a dit qu'en voyant que je ne répondais pas, il avait appelé une ambulance sans perdre de temps et avait également contacté mes parents. Mais tu as pris trop de quarts de travail. J'ai trop compté sur toi. Je suis désolé. Je veux que tu te reposes le reste du mois, m'a-t-il dit. Cela impliquait moins de revenus pour moi. Quelques heures après être rentré de l'hôpital, j'ai reçu un appel de mon père. Sa voix semblait agitée, préoccupée. Logan, ton patron du bar vient de m'appeler. Tu vas bien? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais à l'hôpital? Je viens de sortir, papa. Je ne voulais pas t'inquiéter. Et épuisement et malnutrition? Que se passe-t-il, mon fils? C'était le moment de vérité. Je ne pouvais plus cacher ma situation, surtout après ce que ma mère m'avait révélé. Papa, je travaille trop. 3 emplois en plus de l'université. Je n'ai pas le temps de bien manger ni de dormir suffisamment. 3 emplois? Pourquoi as-tu besoin de 3 emplois? Parce qu'avec un seul, je ne peux pas payer le loyer et les dépenses. Il y a eu un silence confus à l'autre bout de la ligne. Mais ta mère et moi t'envoyons une allocation mensuelle. Cela devrait être suffisant pour couvrir tes dépenses de base. Mon cœur a fait un bond. Alors ma mère n'avait pas seulement menti à moi, mais aussi à lui. Papa, je n'ai jamais reçu d'allocation mensuelle. Le silence qui a suivi a été encore plus long et lourd. Je vais appeler ta mère, a-t-il finalement dit, et ensuite je te rappellerai. J'ai raccroché, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. La vérité sortait enfin à la lumière, mais je ne savais pas quelles conséquences cela aurait pour ma famille. Alors que je prenais le métro pour rentrer chez moi, je me demandais si je devrais trouver plus d'élèves pour des cours particuliers. Je me sentais perdu. J'étais censé travailler au bar le lendemain, mais maintenant j'avais la journée libre. J'ai décidé de rester au lit et de me reposer. L'épuisement m'a frappé comme une vague quand je suis arrivé à mon appartement. Mon corps, finalement libéré de l'adrénaline qu'il avait maintenu en fonctionnement pendant des mois, a complètement cédé. J'ai dormi presque 14 heures d'affilée, me réveillant seulement pour aller aux toilettes et boire de l'eau. Quand je me suis enfin levé, il faisait déjà nuit. J'avais plusieurs appels manqués d'Alex et un message de mon père, je prends l'avion pour New York demain. Nous devons parler en personne. Je ne savais pas quoi penser. Était-il en colère contre moi pour avoir révélé le secret de ma mère? Ou était-il inquiet pour ma santé? L'idée de le voir me rendait nerveux, mais me donnait aussi un étrange sentiment de soulagement. Je ne serais plus seul dans cette épreuve. En vérifiant mon téléphone, j'ai vu un message de mon ami qui était arrivé pendant que j'étais inconscient. Je lui ai répondu et expliqué ce qui s'était passé. En apprenant tout, il a décidé de venir me rendre visite. Il a apporté des provisions et a cuisiné des spaghettis pour moi. Alex est arrivé avec plusieurs sacs de courses. Il n'apportait pas seulement des ingrédients pour les spaghettis, mais aussi des fruits, des légumes, du lait, des œufs, du pain et d'autres aliments de base que je n'avais pas vus dans mon réfrigérateur depuis longtemps. Mais tu n'avais pas à faire ça, ai-je dit, embarrassé et reconnaissant à la fois. Bien sûr que si. C'est à ça que servent les amis. Pendant qu'Alex cuisinait, je lui ai raconté ma conversation avec mon père et ce que j'avais découvert sur les finances familiales. On dirait que ta mère pourrait avoir un problème de jeu pathologique, a commenté Alex, qui étudiait la psychologie avant de passer à la médecine. Les investissements pourraient être des paris déguisés.
Je n'avais pas envisagé cette possibilité, mais cela avait du sens. Cela expliquerait-il l'urgence de ma mère à garder le secret, son insistance sur le fait qu'elle résolvait le problème? Et si c'est le cas, c'est une maladie, Logan, a continué Alex tout en remuant la sauce. Ce ne sont pas seulement de mauvaises décisions, mais un trouble qui nécessite un traitement. Cette perspective m'a fait reconsidérer ma colère envers ma mère. Si elle souffrait vraiment de jeux pathologiques, elle avait besoin d'aide professionnelle, pas de reproches. Le problème était que mon père ne le savait pas non plus et maintenant il voyageait à New York, probablement confus et en colère. Quand ton père arrive-t-il, a demandé Alex, en servant les spaghettis dans des assiettes ébréchées qu'il avait trouvées dans mon placard. Demain après-midi. Il m'a dit qu'il a pris un vol direct depuis Dallas. Tu veux que je sois là quand il viendra? J'ai considéré son offre. Alex était un bon ami et sa présence pourrait être réconfortante, mais c'était une affaire de famille que nous devions résoudre entre nous. Je te remercie, mais je pense qu'il est préférable que je lui parle seul. Alex a acquiescé, comprenant. D'accord, mais appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. Pendant que nous mangions ce qu'il avait préparé avec tant de gentillesse, nous avons parlé du coût de la vie en solitaire. Quand je lui ai dit que je ne recevais aucune aide financière de mes parents, il a été surpris. C'est donc pour ça que tu travailles autant. Mais ton père est médecin. Tu ne devrais pas recevoir un peu d'aide. J'ai demandé à ma mère et elle m'a dit qu'avec les frais de scolarité, ils sont déjà à la limite. Vraiment? Mais tu es fils unique, non? Peut-être que si tu insistes à nouveau, il pourrait t'envoyer quelque chose. Maman a dit que même pas une petite aide. Ça ne peut pas être vrai. Ça n'a aucun sens. Je déteste dire ça, mais peut-être que ton père est malade ou peut-être qu'il est au chômage, a suggéré Alex. Peut-être qu'il a perdu son emploi et qu'il ne voulait pas te le dire. J'en doute. J'ai parlé avec lui il y a 3 jours et il a mentionné une chirurgie qu'il avait pratiquée ce jour-là. Alors, quelle autre explication pourrait-il y avoir? Ils achètent une nouvelle maison? Un yacht? Ton père a une autre famille. J'ai presque ri de l'absurdité de cette dernière suggestion, mais je me suis retenu. La vérité est que je ne savais pas ce qui se passait. Cela faisait des mois que je n'avais pas vu mes parents en personne et les appels téléphoniques étaient brefs et superficiels. Mon père travaillait tellement qu'il était à peine à la maison quand j'appelais. Et ma mère, eh bien, maintenant je savais qu'elle m'avait menti. Je ne sais pas, Alex, mais je le découvrirai demain. Après le départ d'Alex, je suis resté à réfléchir à toutes les possibilités. L'épuisement et la récente crise de santé avaient aiguisé mes émotions. Je me sentais trahi, confus, mais aussi inquiet pour mes parents. À quel point les choses allaient-elles vraiment mal à la maison? J'ai passé la nuit agité, me réveillant toutes les quelques heures avec une nouvelle pensée ou préoccupation. Quand finalement le jour s'est levé, je me suis levé et j'ai nettoyé mon petit appartement du mieux que j'ai pu. C'était ridicule de s'inquiéter de l'impression que mon père aurait de mon logement, compte tenu de la situation, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. À 14 heures, j'ai reçu un message de mon père. Je viens d'atterrir. Je prends un taxi pour ton adresse. J'arrive dans environ 45 minutes. Les 45 minutes suivantes ont peut-être été les plus longues de ma vie. Je faisais les 100 pas dans l'appartement, vérifiant que tout était en ordre, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à mettre en ordre. Mes possessions se limitaient à l'essentiel, quelques vêtements, des livres de médecine, un vieux laptop et quelques ustensiles de cuisine de base. Finalement, la sonnette a retenti. J'ai respiré profondément et ouvert la porte. Mon père était là avec une petite valise de voyage. Il paraissait plus vieux que dans mon souvenir, avec de nouveaux cheveux gris aux tempes et des rides d'inquiétude autour des yeux. Il m'a regardé un moment, m'évaluant avec des yeux de médecin, puis m'a serré fortement dans ses bras. Logan, tu m'as fait une peur terrible. Je ne m'attendais pas à cette réaction. J'avais anticipé de la colère, de la confusion, peut-être même des accusations, mais pas cette préoccupation sincère et écrasante. Je vais bien, papa. C'était juste un évanouissement dû à la fatigue. Il m'a lâché et est entré dans l'appartement, observant l'espace avec une attention professionnelle. Cet endroit est petit, a-t-il commenté, essayant d'être diplomatique. C'est ce que je peux me permettre, ai-je répondu, ressentant une pointe de honte, bien que je sache que ce n'était pas ma faute. Mon père a acquiescé lentement puis s'est assis sur ma seule chaise. Je me suis assis sur le lit. J'ai parlé à ta mère, a-t-il dit directement, longuement et en détail. Son ton était grave et son regard intense. Et, ai-je demandé, bien que j'imagine déjà la réponse. Mais tu avais raison. Nous ne t'avons jamais envoyé d'allocation mensuelle. Ta mère m'a dit que tu préférais être indépendant, que tu avais refusé notre aide. J'ai senti la colère remonter dans ma gorge. Ce n'est pas vrai. Je lui ai demandé de l'aide plusieurs fois. Mon père a acquiescé,
comme s'il s'attendait à cette réponse. Je sais. J'ai vérifié nos comptes bancaires, quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, et j'ai trouvé des irrégularités. Quel genre d'irrégularités? De gros retraits, des transferts, des références à des comptes que je ne reconnais pas, des prêts dont je ne savais rien. Maman a mentionné des investissements qui ont mal tourné. Mon père a laissé échapper un rire amer. Ce n'était pas des investissements, Logan. C'était des paris. Ta mère a un problème de jeu depuis des années. Je pensais qu'elle l'avait surmonté, mais il semble qu'elle soit simplement devenue meilleure pour le cacher. J'ai senti un nœud dans l'estomac. Alex avait raison. Ma mère souffrait de jeux pathologiques. À quel point la situation est-elle grave, ai-je demandé, craignant la réponse. Mon père s'est passé une main sur le visage, un geste que je reconnaissais de mon enfance. Il le faisait quand il était vraiment inquiet ou stressé. Là c'est grave. La maison est à nouveau hypothéquée, bien que nous l'ayons déjà payée. Il y a plusieurs prêts personnels à son nom et les cartes de crédit sont à la limite. Et mes frais universitaires? Je les paie directement. Ça au moins est assuré. J'ai ressenti un petit soulagement. Au moins, mon éducation n'était pas en danger. Que allons-nous faire, ai-je demandé, me sentant soudain comme un petit enfant qui cherche ses parents pour résoudre un problème. Mon père m'a regardé avec détermination. D'abord, nous allons résoudre ta situation. Plus de travaux multiples, plus de famine. Je vais t'ouvrir un compte et te virer une allocation mensuelle. Réelle, suffisante pour que tu vives décemment et te concentres sur tes études. Mais les dettes? Je m'en occuperai. Et ta mère va recevoir une aide professionnelle cette fois. Ce n'est pas négociable. J'ai acquiescé, reconnaissant pour sa fermeté et sa clarté. Et maintenant, a-t-il continué, nous allons chercher un meilleur endroit pour que tu vives. Cet appartement n'est pas adéquat pour quiconque, encore moins pour un étudiant en médecine. Ce n'est pas si mal, ai-je protesté faiblement, bien que je sache qu'il avait raison. Logan, tu as de la moisissure sur les murs et je peux entendre les rats dans les coins. Ce n'est pas sain. Je ne pouvais pas contester cela. L'appartement était bon marché pour une raison. Et le contrat de location? Nous le résoudrons. Si nécessaire, je paierai la pénalité pour résiliation anticipée. La détermination de mon père m'a donné un sentiment de sécurité que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Mais il restait encore un sujet en suspens. Es-tu en colère contre maman? Mon père a soupiré profondément. Je suis déçu, inquiet, oui, aussi en colère. Mais surtout, je me sens coupable de ne pas avoir été plus présent, de ne pas avoir remarqué ce qui se passait tant à la maison qu'avec toi. Ces paroles ont résonné en moi. Malgré tout, je ne pouvais pas le blâmer entièrement. J'avais aussi contribué au problème en n'insistant pas davantage, en n'étant pas complètement honnête sur ma situation. Nous avons tous les deux trop fait confiance, ai-je dit. Mon père a acquiescé avec un triste sourire. Il semble que oui, mais maintenant nous parlons et c'est l'important. Pendant les heures suivantes, mon père et moi avons élaboré un plan. Nous chercherions un nouvel appartement, de préférence partagé avec d'autres étudiants pour réduire les coûts. Nous établirions une allocation mensuelle raisonnable qui me permettrait de me concentrer sur mes études sans avoir à travailler autant d'heures. Et nous aurions une communication réelle et fréquente, pas seulement des appels superficiels où nous prétendions tous que tout allait bien. Nous avons également parlé de ma mère. Mon père avait prévu une intervention avec un spécialiste des dépendances pour son retour à Dallas. Ce ne serait pas facile, mais c'était nécessaire. Le soir, nous sommes sortis dîner dans un petit restaurant italien près de mon appartement. C'était la première fois depuis des mois que je mangeais dans un établissement qui n'était pas un fast-food. Et tu sais, a dit mon père pendant que nous mangions, quand j'étais à la faculté de médecine, j'ai aussi traversé des moments difficiles. Vraiment? J'ai toujours pensé que tu avais eu une expérience universitaire idéale. Personne n'a une expérience idéale, Logan. Nous luttons tous à notre manière. J'ai travaillé comme assistant à la morgue pour payer mes dépenses. Ce n'était pas aussi glamour que d'être barman. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment ri. Il n'y a rien de glamour à être barman dans un bar miteux du Queens, crois-moi. Mon père a souri. Le point est que je comprends la lutte. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne m'as pas demandé de l'aide directement. Je suppose que je voulais te prouver que je pouvais le faire seul, ai-je admis. Mais être un aussi bon médecin que toi, aussi indépendant. Logan, être médecin ne consiste pas à endurer des souffrances inutiles. Il s'agit d'apprendre à demander de l'aide quand tu en as besoin, pour pouvoir aider les autres par la suite. Ces paroles m'ont frappé avec force. J'avais été tellement concentré à prouver ma valeur que j'avais oublié la leçon la plus fondamentale de la médecine, personne ne peut guérir seul. Le lendemain, mon père et moi avons visité plusieurs appartements partagés près de l'université.
Nous en avons trouvé un qui semblait prometteur, un appartement de 3 chambres à Washington Heights, partagé avec 2 autres étudiants en médecine. Le loyer était raisonnable, divisé par 3, et l'endroit était propre et bien entretenu. Après avoir signé le nouveau contrat et payé la caution, il a insisté pour le faire, mon père m'a accompagné à mon ancien appartement pour récupérer mes affaires. Cela n'a pas pris beaucoup de temps. Toutes mes possessions tenaient dans 2 grandes valises. Avant de partir pour l'aéroport, mon père m'a donné une longue et forte étreinte. Je suis fier de toi, Logan. Malgré tout, tu as fait preuve d'une détermination et d'une résilience que beaucoup n'ont pas. Merci, papa. Et merci d'être venu. Je viendrai toujours quand tu auras besoin de moi. Rappelle-toi juste de me le demander directement la prochaine fois. J'ai acquiescé, sentant un nœud dans la gorge. Salut maman de ma part, ai-je dit, et dis-lui que je la soutiens, que je comprends qu'elle est malade et qu'elle a besoin d'aide. Mon père a acquiescé avec les yeux humides. Je lui dirai. Je t'aime, mon fils. Je t'aime aussi, papa. Après son départ, je me suis installé dans ma nouvelle chambre. Elle était petite mais propre, avec une fenêtre donnant sur un petit parc. Mes nouveaux colocataires, Javier et Mina, m'ont accueilli chaleureusement. Tous deux étaient en 2e année de médecine et comprenaient parfaitement la pression académique. Ce soir-là, pendant que je déballais mes maigres possessions, j'ai reçu un message d'Alex. Comment ça s'est passé avec ton père? Tu vas bien? Je lui ai répondu avec un résumé de ce qui s'était passé et une photo de ma nouvelle chambre. Super. Tu veux que je passe demain t'apporter un cadeau de bienvenue? J'ai souri en écrivant ma réponse. Bien sûr, mais cette fois c'est moi qui cuisine. Pour la première fois depuis que j'étais arrivé à New York, j'ai senti que les choses pourraient fonctionner. Ce ne serait pas facile. Ma mère avait un long chemin de rétablissement devant elle et j'avais du temps perdu à rattraper dans mes études. Mais je n'étais plus seul dans cette lutte. La semaine suivante, j'ai quitté mes emplois au café et comme assistant de laboratoire, ne gardant que le travail de tuteur, qui était mieux payé et moins exigeant physiquement. Avec l'allocation mensuelle que mon père avait commencé à m'envoyer, je pouvais couvrir mes dépenses de base sans problème. J'ai également rencontré un conseiller académique pour élaborer un plan de rattrapage. Je devrais suivre quelques cours supplémentaires et étudier plus intensément, mais il était possible de me mettre à jour sans redoubler l'année. Un mois après la visite de mon père, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix semblait différente, plus claire et centrée. Logan, je suis dans un programme de rétablissement, m'a-t-elle dit sans préambule. Je vais à des réunions quotidiennes et j'ai un thérapeute spécialisé. Je suis très content, maman. Comment te sens-tu? Comme si je m'étais réveillé d'un très long cauchemar. J'ai honte et je regrette ce que je t'ai fait subir. Mais tu n'as pas à t'excuser auprès de moi, maman. Je comprends que tu étais malade. Quand même, je te dois des excuses. Je t'ai mis en danger avec mes mensonges et ma dépendance. Tu ne méritais pas ça. Nous avons parlé pendant 1 heure avec une honnêteté que nous n'avions pas eue depuis des années. Elle m'a raconté comment son problème de jeu avait commencé. D'abord comme un passe-temps innocent qui s'est progressivement transformé en une obsession incontrôlable. Comment la honte et la peur l'avaient amené à mentir de plus en plus, créant une toile de tromperie qui l'avait finalement piégé. Ton père a été incroyablement compréhensif, m'a-t-elle dit. Il réorganise nos finances, paie des dettes et trouve quand même le temps de m'accompagner en thérapie 2 fois par semaine. Papa est un homme bien. Le meilleur. Et tu es comme lui, Logan. Tu as sa force et sa compassion. Ces paroles signifiaient beaucoup pour moi. J'avais toujours admiré mon père et savoir que ma mère voyait en moi certaines de ses qualités me remplissait de fierté. Au fil des semaines, ma vie a commencé à se transformer. Je n'arrivais plus épuisé en cours. Je pouvais me concentrer sur les leçons et participer aux discussions. J'ai commencé à faire partie d'un groupe d'études avec Alex et d'autres camarades, ce qui m'a non seulement aidé académiquement, mais a également renforcé mes relations sociales. Mon nouvel appartement partagé s'est avéré bien meilleur que ce que j'espérais. Javier était un excellent cuisinier et nous nous relayions pour préparer les repas. Mina organisait des soirées cinéma le vendredi qui sont rapidement devenues une tradition sacrée. Nous regardions aussi bien des classiques du cinéma que les derniers films de super-héros. Commentant et riant ensemble. Un jour, alors que nous étudions à la bibliothèque, Alex m'a demandé, « As-tu pensé à ce que tu vas faire pendant les vacances d'hiver? Je suppose que j'irai à Dallas voir mes parents. Ou pourquoi ne pas les inviter à venir? Ils pourraient séjourner dans un hôtel du centre et visiter la ville. Ce serait peut-être bon pour ta mère d'avoir un changement d'environnement. » L'idée me semblait brillante. J'ai appelé mon père ce soir-là et lui ai proposé le plan. Après avoir consulté le thérapeute de ma mère, qui a pensé que ce serait bénéfique pour sa récupération, ils ont accepté de venir à New York pour les fêtes. Les retrouvailles ont été émouvantes mais réconfortantes.
Ma mère semblait mieux, plus saine et sereine. Mon père semblait avoir retrouvé une partie de sa jovialité perdue. Je les ai emmenés visiter mon nouvel appartement, rencontrer mes colocataires et Alex, qui était devenu un pilier fondamental de ma vie à New York. Un soir, alors que nous dînions dans un petit restaurant du village, mon père a abordé un sujet qui me trottait dans la tête. Logan, j'ai réfléchi. As-tu envisagé la possibilité de te spécialiser en psychiatrie? La question m'a surpris. J'avais toujours supposé que je suivrais ses pas en chirurgie. Pas vraiment. Pourquoi? Parce que tu as démontré une énorme capacité à comprendre et à gérer des situations émotionnelles complexes. Ce que tu as vécu cette année, la façon dont tu as géré la situation avec ta mère. Cela montre une empathie et une force qui seraient inestimables en psychiatrie. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. J'avais toujours considéré ma lutte comme un obstacle, pas comme une expérience formatrice qui pourrait orienter ma carrière. J'y réfléchirai, ai-je répondu honnêtement. Ma mère, qui avait écouté en silence, a ajouté, quelle que soit la spécialité que tu choisis, tu seras un grand médecin, Logan, parce que tu as déjà appris la leçon la plus importante. Plus que guérir, c'est savoir comment tomber et se relever. Ces paroles ont profondément résonné en moi. Malgré tout ce qui s'était passé, ou peut-être grâce à cela, je sentais que j'étais sur la bonne voie. J'avais découvert en moi une résilience que je ne savais pas posséder. J'avais formé de véritables amitiés et appris à demander de l'aide quand j'en avais besoin. La vie à New York restait un défi. La faculté de médecine n'était pas devenue plus facile et il y avait encore des moments où je me sentais submergé par la charge académique. Mais je n'étais plus seul dans cette lutte. J'avais mes parents, qui étaient maintenant vraiment présents dans ma vie. J'avais Alex et mes nouveaux amis. Et surtout, j'avais une nouvelle perspective sur ce que signifie vraiment être fort et indépendant. Quand les vacances d'hiver se sont terminées et que mes parents sont retournés à Dallas, j'ai ressenti un mélange de tristesse et d'optimisme. Je savais que le chemin vers le rétablissement complet de ma mère serait long et que notre relation familiale continuerait à nécessiter du travail et de l'honnêteté. Mais je savais aussi que nous avions fait les premiers pas dans la bonne direction. Le nouveau semestre a commencé avec des défis renouvelés. Les cours étaient plus difficiles, les examens plus complexes. Mais cette fois, j'étais préparé. Mon emploi du temps comprenait du temps pour étudier, pour me reposer et pour socialiser. Je n'étais plus le fantôme épuisé qui survivait à peine au jour le jour. Un après-midi, alors que j'étudiais à la bibliothèque, Alex m'a passé une note. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Je pensais que tu étais un snob antisocial. Quelle chance que je me sois trompé. J'ai souri en lisant ces mots. Je m'étais aussi trompé sur beaucoup de choses. J'avais confondu la souffrance avec la force, l'isolement avec l'indépendance, le silence avec la dignité. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi, ai-je répondu. Alex m'a fait un clin d'œil et est retourné à ses livres. À ce moment-là, je me suis souvenu du dîner avec mon père quand tout a commencé. Sa question innocente sur mon allocation mensuelle, ma réponse honnête qui a tout déclenché. Parfois, la vérité peut être douloureuse, mais c'est toujours le premier pas vers la guérison. Maintenant, alors que je me préparais pour une autre journée de cours à la faculté de médecine, je savais que mon chemin ne serait pas comme celui de mon père ni comme celui de quelqu'un d'autre. Ce serait mon propre chemin, avec ses propres défis et récompenses. Et c'était bien. Au final, c'était ça que signifiait vraiment grandir, trouver son propre chemin, apprendre de ses chutes et avoir le courage de demander de l'aide quand on en a besoin. Et peut-être, juste peut-être, que ces leçons feraient un jour de moi le genre de médecin qui pourrait vraiment faire la différence dans la vie des autres. Chaque matin, en me réveillant dans ma nouvelle chambre avec la lumière du soleil filtrant par la fenêtre, je me rappelais que j'avais survécu à l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Et si j'avais pu surmonter cela, je pouvais faire face à tout ce qui viendrait après. Comme ma mère l'avait dit, j'avais appris à tomber et à me relever. Et c'était peut-être la leçon la plus précieuse de toutes.